Donc, effectivement, on va parler pendant une petite heure de la circulation spontanée, qui vous est familière, je pense. Il y a des personnes ici qui ont pour l'instant pas géré de patients congénitaux. Alors, vous n'avez pas vraiment de. Bon, ben, on va reprendre. Donc, dans le topo, qui est, disons, la vision cardiologique, on fait une introduction sur en fait, le concept physiologique de circulation univentriculaire et de stratégie chirurgicale associée. Et ensuite, on fera un petit focus sur les techniques d'analyse qui permettent de voir et d'évaluer le patient aux différents stades de la chirurgie, de l'histoire chirurgicale. Donc, pour essayer de bien comprendre les choses, il faut essayer de comprendre l'histoire de la cardiologie congénitale et de sa chirurgie. Et donc, bien sûr, il y a toujours eu des patients qui avaient des ventricules uniques. Et c'est à partir du XXe siècle et du milieu du XXe siècle qu'on a commencé à soigner ces patients. Bien évidemment sur des techniques palliatives. Et donc, initialement, on prenait en charge en fait uniquement les patients à un décès précoce, c'est-à-dire avec des cyanoses extrêmement sévères. Et pour pallier à la cyanose et pour assurer la survie du patient, on faisait des shunts chirurgicaux. En général, c'était des anastomoses directes aorto-pulmonaires, antérieures par technique de Waterstone ou postérieures par technique de Potts. Je vous expliquerai ce que c'est s'il y en a qui ne connaissent pas. Et ensuite par des anastomoses de Blalock ou Blalock toxiques, c'est-à-dire qu'on connectait les artères sous-clavières directement sur les artères pulmonaires latérales, à droite ou à gauche. Et ensuite, on a fait des Blalock Taussig Thomas modifiés avec la mise en place de tubes calibrés en cortex. Mais les anastomoses, c'est ça. Et donc, l'objectif, c'était la survie des patients et donc passer d'un état de cyanose à un état de non-cyanose, c'est-à-dire qu'il fallait être aussi rose que possible, c'est-à-dire si peu cyanosé que possible pour survivre. La problématique du shunt systémico-pulmonaire qui est directement associée aux problématiques de résistance systémique et pulmonaire qui sont différentes, largement différentes comme vous le savez, et ça induit un shunt gauche-droit très important qui induit un hyperdébit pulmonaire avec un déséquilibre du QPQS et donc qu'on mette un shunt, voire deux shunts. Comme vous voyez, ça va créer une physiologie d'hyperdébit pulmonaire et d'insuffisance cardiaque à haut débit qui va aboutir au décès du patient, souvent d'insuffisance cardiaque par hyperdébit, d'insuffisance cardiaque à haut débit, en général, autour de la 4e décennie, en tout cas dans cette étape de la chirurgie. Mais c'est comme ça qu'on a commencé la chirurgie des Fontans. Rappelez-vous, sur ce dicton qui était d'être aussi rose que possible. Donc ça a créé, évidemment, si le shunt était restrictif, de la surcharge gauche, de l'insuffisance cardiaque. Et si la calibration était mal faite et n'était pas restrictive, ça créait très vite de l'hypertension pulmonaire et une artériolite pulmonaire que vous connaissez également. Et donc, dans les années, au début des années 70, fin des années 60, il y a un nouveau concept qui a émergé, qui est né ici dans cet hôpital à Bordeaux, grâce à un chirurgien qui a donné son nom à l'opération, puisqu'il s'appelait Francis Fontan. Il a fait ça avec un autre chirurgien qui s'appelait Eugène Baudet. Et donc, ils ont compris que pour pas que les patients décèdent de manière inéluctable d'hyperdébit dans les premières années ou les premières décennies de leur vie, il fallait supprimer cette physiologie d'hyperdébit. Et donc, c'est eux qui ont inventé, en 1969, le concept de dérivation cavo-pulmonaire en faisant une chirurgie dont on est qui a gardé leur nom, c'est-à-dire en faisant une dérivation cavo-monopulmonaire supérieure à droite et en faisant une dérivation inféro-cavo-monopulmonaire gauche en émettant l'hypothèse que, comme on n'avait pas de ventricule droit, on a utilisé l'oreillette comme pompe ventriculaire, et qu'on allait mettre des valves biologiques à l'entrée et à la sortie de ce petit pseudo-ventricule ou pseudo-pompe pour avoir un flux monodirectionnel contre la gravité
avec un système anti-retour et un système non valvé gravitaire par le système cave supérieur. Et donc, c'est comme ça que on a créé l'intervention de Fontan, qu'on ne faisait en général pas avant l'adolescence. C'était précédé d'épisodes de shunt avec hyperdébit. Pour normaliser le rapport QPQS. Et donc, éliminer la problématique hyperdébit tout en éliminant la cyanure. Donc, c'est comme ça qu'est né le concept de l'opération de Fontan, que vous voyez qui est faite en un temps. Pour la faire en un temps, ils ont essayé de la faire chez des plus petits, mais en général, les patients mourraient, ne survivaient pas. Bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est en 1900. Pourquoi ils faisaient tardivement? Parce qu'ils voulaient avoir des artères pulmonaires de grande taille pour absorber la circulation cavo-pulmonaire en un temps. C'est comme ça qu'est née l'intervention de Fontan. L'objectif physiopathologique, c'était de réduire la surcharge ventriculaire et l'insuffisance cardiaque associée. OK? Cette stratégie a donné des satisfactions dans quelques cas, mais la problématique, c'était que comme on faisait la chirurgie très tardivement, on avait en général 10, 15, 20 ans d'hyperdébit derrière soi, et que on avait une problématique, on avait des belles artères pulmonaires, on avait souvent une dysfonction diastolique, voire systolique, liée à cette hyperdébit chronique pendant une quinzaine d'années, souvent qui plantait les patients soit en post-opératoire, soit au bout de quelques années. Et donc, dans les années 90, sous l'impulsion de différents chirurgiens, il y a eu un changement de la stratégie en une stratégie par palliation successive avec shunt initial pour les patients d'hypodépendance canosée, suivi très précocement, en général autour de 6 mois de vie, d'une suppression du shunt et donc d'une suppression de l'hyperdébit, pour une normalisation partielle du QPQS via une dérivation cavo-pulmonaire supérieure partielle, on appelle une DCPP, un GLEN ou un Haller, en quelque sorte, suivi quelques mois ou quelques années plus tard par une dérivation cavo-pulmonaire totale. L'objectif étant de supprimer la problématique d'hyperdébit qui entraînait une problématique d'insuffisance cardiaque, et donc de faire des shunts systémico-pulmonaires les plus petits possibles pour une durée la plus courte possible. L'adage physiopathologique changeant à ce moment-là pour dire qu'il faut être aussi bleu que possible, mais finalement rose pour survivre, disons, pour protéger le ventricule, puisque à ce moment-là, on estimait que ce qui tuait les malades, c'était l'insuffisance cardiaque. OK? Donc, on a changé de paradigme à ce moment-là. Et donc, on a, par rapport évidemment à la volémie d'un patient qui a une circulation ventriculaire, de ce diagramme qui est très connu depuis les années 2000, développé par Mark Willig en Belgique, de cette problématique de précharge ventriculaire du cœur gauche en biventriculaire contre le biventriculaire. L'objectif, en fait, de la stratégie initiale, quand vous prenez en charge un nouveau-né qui a un cœur de circulation biventriculaire, c'est d'avoir une bonne gestion de la balance du débit pulmonaire et du débit aortique, et d'avoir aussi une croissance optimale des artères pulmonaires dans l'optique, et ça rappelle les enseignements de Francis Fontan qui avait développé la technique dans les années 70, puisque on sait très bien qu'il faut avoir des bonnes artères pulmonaires, mais des pressions et des résistances vasculaires pulmonaires basses, que notre Fontan fonctionne bien. Et donc, la stratégie de timing chirurgical dépend de cette quadrature du cercle, si on peut dire, de la survie du malade, ça c'est plus important. On verra après qu'on va s'intéresser à son neurodéveloppement, etc. Mais sur le plan purement cardio-thoracique, optimisation de la survie du malade, optimisation de la croissance des artères, maintien de résistance vasculaire pulmonaire basse et protection de la surcharge ventriculaire pour maintenir une fonction diastolique. Et donc,
Donc, au début, vous avez compris qu'on avait des artères pulmonaires comme ça parce qu'on était en hyperdébit et qu'on était rose, mais que ça ne se passait pas bien. On a changé dans les années 90 pour être aussi, pour faire des corrections très précoces, notamment en Asie et en Amérique du Nord, pour protéger le ventricule. Et une fois qu'on a établi cette stratégie et qu'on a vu qu'on faisait survivre les malades, on a étudié à partir des années 2000 les raisons pour lesquelles certains fontants allaient bien, c'est-à-dire qu'ils avaient des capacités physiques qui leur permettaient d'avoir une vie normale, presque normale, et pourquoi il y avait des fontants qui survivaient mais qui n'allaient pas bien, c'est-à-dire qu'ils avaient une limitation fonctionnelle extrêmement invalidante pour leur vie quotidienne. Et de ça est né quelque chose qui est très important à comprendre, et après on va s'arrêter sur la physiologie, qui est la théorie du sablier, puisque les docteurs, au premier rang desquels Barnier et Minig, se sont dit, mais pourquoi il y a des fontants qui marchent et pourquoi il y a des fontants qui ne marchent pas? Et donc, en gros, où est-ce que ça coince? Parce que quand ça coince, comment on se rend compte que ça coince? C'est qu'on fait faire des échographies d'effort ou des IRM d'effort aux patients adolescents maintenant, ou adultes. Et on voit ceux qui montent leur débit cardiaque à l'effort, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de produire un effort physique, et ceux qui ne montent pas beaucoup leur débit cardiaque à l'effort, et donc, cliniquement, qui vont être très limités dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est la stratégie des bottlenecks, enfin, c'est le concept des bottlenecks. Et ça, c'est le concept de la problématique. La première problématique, c'est que dans un ventricule unique, qui par définition va servir à pomper dans la circulation systémique, c'est-à-dire dans l'aorte, on n'a pas de ventricule droit pour pousser de manière pulsatile le sang dans les artères pulmonaires, à travers les capillaires pulmonaires. Et donc, le premier problème, le premier bottleneck, c'est qu'il n'y a pas de pompe ventriculaire. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi l'idée de Fontan d'avoir une pompe atriale, ça s'est avéré être une très mauvaise idée. Mais bref, maintenant on fait des dérivations pulmonaires extracardiaques, donc il n'y a plus de pompe atriale. Et donc on n'a pas de pompe pour propulser le sang à travers les artères pulmonaires. Pourquoi c'est un problème? Voilà, c'est assez simple à comprendre. Mais si on va un peu dans le détail, en fait, il y a une problématique de compliance du système vasculaire artériel pulmonaire. Et quand le sang est projeté à pression normale dans le système artériel pulmonaire, il y a, si vous voulez, il y a une absorption de l'énergie de la systole ventriculaire par le couplage ventriculo-pulmonaire en systole qui est restituée en diastole. Et la restitution en diastole de cette énergie, elle permet en gros au système vasculaire pulmonaire de rester ouvert, en particulier contre la gravité, et notamment pour perfuser les lobes supérieurs, par les artères lobaires supérieures, qui par définition sont en compétition avec la gravité. C'est beaucoup plus facile de perfuser les lobes inférieurs que les lobes supérieurs. Et finalement, une partie de l'énergie développée par le couplage ventriculo-artériel, c'est lié à ça, et clairement, il est déficient. Et le fait qu'il soit déficient, ça induit une problématique de remodelage vasculaire. Remodelage vasculaire qui va entraîner, et ça a été étudié par des physiologistes, une élévation progressive des résistances vasculaires pulmonaires, qu'on va appeler, à tort, mais vous l'entendrez sûrement dans le DU plusieurs fois, une hypertension artérielle pulmonaire. C'est-à-dire qu'on estime qu'on a des résistances vasculaires pulmonaires normales en dessous de 2-3 unités Wood. On considère qu'entre 2 et 4, on est dans des limites qui sont acceptables. Et si vous voulez, dès qu'on va les réanimateurs, etc., ils parlent souvent de gestion de l'HTAP dans les problématiques de fond de temps, alors même que les patients, par définition, ils ont des pressions pulmonaires normales, c'est-à-dire des pressions pulmonaires moyennes inférieures à 25, ferme maintenant dans la nouvelle définition, mais ils ont quand même un niveau de pression qui peut être subnormal, c'est-à-dire qu'au-dessus de 15, on considère que c'est très élevé. Et pareil pour les résistances vasculaires pulmonaires. Dans le système à écoulement passif, si on a des résistances pulmonaires au-dessus de 2 ou 3, même, ça commence à être pathologique. Donc, ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est la problématique qui fait le plus de blocage ici,
qui est la problématique donc de l'élévation de l'impédance vasculaire pulmonaire ou des résistances vasculaires pulmonaires, qui va en fait gêner le passage à travers le système capillaire pulmonaire, qui est lié, donc je vous l'ai dit, au fait qu'il y ait une circulation non pulsatile, qui est lié aux problématiques inhérentes aux réactions inflammatoires de CEC, de SDRA, d'infection, pour ça vous connaissez mieux que moi, mais aussi à la taille des artères pulmonaires. Parce que on peut avoir des résistances vasculaires pulmonaires basses par le simple fait de l'écoulement des fluides d'un liquide visqueux à travers un tuyau, c'est-à-dire du sang à travers un vaisseau sanguin. Si le vaisseau sanguin est comme ça va mieux s'écouler que si le vaisseau sanguin est comme ça. Je dirais qu'il ne faut pas être physicien pour comprendre ça. C'est pour ça que le système d'être aussi bleu que possible, c'est-à-dire de faire des conversions de fond de temps en totalisation extrêmement précoce à l'âge de 1 an, comme faisaient les Japonais, pour protéger la surcharge ventriculaire, considérant que le ventricule était la clé du succès ou de l'insuccès du fond de temps. Ça s'est révélé faux 20 ans plus tard. Et on a vu qu'en fait, pour que ça fonctionne bien, il fallait que le fond de temps ait des artères pulmonaires les plus grandes possibles avec des résistances les plus basses. C'est pour ça que maintenant, on fait des fonds de temps, en général, plutôt à l'âge de après l'acquisition de la marche, c'est-à-dire plutôt entre 18 mois et 3 ans, et 2 ans et 4 ans, pour ce qu'on fait chez nous, par exemple. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'on avait décidé ça de manière unilatérale, c'est parce que on a compris en lisant les travaux de nos collègues que l'optimisation du système vasculaire pulmonaire, c'était la clé. Pourquoi? Parce que si ça ne fonctionne pas bien, et qu'on a des artères trop petites avec des impédances élevées, on va avoir une congestion veineuse au-dessus, c'est-à-dire essentiellement dans la veine cave inférieure et dans le système mésentérique, et dans le foie, et dans les reins, et qu'on va avoir un débit d'aval qui est diminué, en tout cas qui sera très diminué, même si on met le patient sous les bautimandants, d'obus, chorotropes, tout ce que vous voulez. Parce que s'il n'y a pas de précharge, vous pouvez fouetter le ventricule, même s'il est bon, il ne va pas beaucoup monter son débit. Les conséquences cliniques dans la vie quotidienne des patients. Et bien évidemment, le troisième récipient, il est très important hein, et il reste tout à fait d'actualité pour la protection de la fonction ventriculaire systolique et diastolique à travers, vous verrez, l'étude de la fonction elle-même, des techniques de protection, notamment pendant les chirurgies et de limitation de la cyanose chronique, mais aussi les problématiques valvulaires ou les problématiques obstructives. Si vous avez compris ça, on peut s'arrêter parce qu'en fait, c'est terminé. Tout le reste, c'est très facile. Et donc, en fait, il faut considérer ça comme en fait un système de résistance. On a une oreillette systémique, on a un ventricule systémique qui pousse dans la horte vers le bas du corps et vers le haut du corps. Okay, on a un système de résistance capillaire au niveau du haut du corps et au niveau du bas du corps. D'accord? Et ensuite, on a un retour veineux par la veine cave inférieure, par la veine cave supérieure, qui va passer, bien sûr, dans la dérivation cavo-pulmonaire totale à travers le système de résistance vasculaire pulmonaire. Donc, on a des systèmes de résistance, disons, faibles ici et là. On a un système de résistance plus élevé ici au niveau des poumons. Donc, ça, c'est la clé, une des clés, je vous l'ai dit. Il y a un troisième système de résistance qu'il faut comprendre, et après, on va s'arrêter sur la physio. C'est le système hépato-porto-splanchnique, puisque vous savez sûrement que dans le système veineux splanchnique, il y a, du fait de cette résistance hépatique, une pression dans le système porte qui est plus élevée que dans le système cave inférieur. Et que donc, dans la mesure en plus où il y a une porosité des sinusoïdes hépatiques, même par rapport au système capillaire artério-veineux habituel, vous allez avoir, si vous avez une perméabilité plus importante et des résistances 2 à 3 fois supérieures aux résistances et à la pression dans le système cave inférieur, vous imaginez bien que si vous avez 15 ou 18 de pression moyenne dans votre montage,
vous allez avoir une pression ici beaucoup plus élevée, d'où les complications du fond de tendre qui souvent entraînent leur décès, que sont les problématiques intestinales d'œdème entérocytaire qui entraîne la problématique de l'entéropathie exudative qui peut tuer le malade par dénutrition, immunodépression, etc., etc. Et les problématiques de foie cardiaque, voire de cirrhose cardiaque, voire d'hépatocarcinome, etc., etc., avec bien évidemment l'hypertension splénique qui va entraîner des problématiques de séquestration. Et dans une moindre mesure, puisqu'il y a un moindre niveau de pression, vous l'avez compris là, les problématiques de syndrome cardio-rénal qui est lié à la hyperpression veineuse chronique, plus ou moins associé à un défaut de débit. On a trop de pression en aval dans les veines et pas assez de pression de perfusion, les problématiques de syndrome cardio-rénal que vous connaissez aussi et qui peuvent tuer les malades. Donc, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'il faut comprendre dans la circulation spontanée. Pourquoi? Parce que même si on va faire des ECG, on va faire des AG, on va faire des trucs et des machins, des échos, des IRM, ce que vous voulez, à chaque fois, c'est ce qu'on essaie d'avoir en tête, soit vous quand vous réanimez vos malades, soit nous quand on les échographie pour les diagnostiquer, quand il y a un problème qui va aboutir à une complication aiguë, elle est toujours sous-tendue par un problème physiopathologique qu'il faut essayer d'identifier pour voir en gros d'où va venir le coup. C'est-à-dire quand on va avoir une complication aiguë, c'est souvent l'événement final d'un processus physiopathologique qui a une origine et qu'il faut essayer de comprendre autant que faire se peut. Donc, on revient à si je puis dire, pour dire voilà, vous avez un bébé qui naît, on vous confie dans vos réanimations de votre hôpital, et on vous dit voilà, il a un ventricule unique, qu'est-ce qu'on fait, comment on va se démerder avec ça? Donc, il y a deux configurations physiopathologiques. Soit l'enfant est en hyperdébit, et donc il n'a pas de problème de cyanose, soit l'enfant est en hypodébit, c'est-à-dire qu'il est bleu marine, et il va falloir mettre en place une perfusion systémico-pulmonaire. Bon, commençons par le plus facile. Le patient n'a pas de protection pulmonaire. Il a l'aorte et l'artère pulmonaire qui sortent de son ventricule unique, donc il va avoir, bien sûr, pas de problème, mais une problématique potentielle d'hyperpression et d'hyperdébit pulmonaire, et donc il va falloir protéger son système vasculaire pulmonaire pour pouvoir aller ensuite vers un fond qui fonctionne bien avec des pressions pulmonaires normales. Et donc, qu'est-ce qu'on va lui faire évidemment? On va lui faire un cerclage pour un cerclage calibré pour protéger son système vasculaire pulmonaire. Bon, le cerclage, c'est pas très compliqué. Le chirurgien va vous en parler. À partir du moment où l'enfant a un cerclage, on va regarder est-ce que le cerclage est bien positionné. S'il est positionné trop près de la valve, c'est-à-dire trop près du sinus, il va distordre la valve et il va créer du fluide, ce qui est dommageable. S'il est positionné trop distal, il peut glisser vers l'artère pulmonaire droite. En général, ça glisse vers l'artère pulmonaire droite, pas vers l'artère pulmonaire gauche. Et ça peut entraîner une hypoperfusion de l'APD, voire qui va potentiellement entraîner une hypoplasie, ce qui n'est pas bon, vous avez compris. Et donc, on va essayer d'analyser à la fois la position du cerclage et sa vélocité. On utilisera sa vélocité par la technique de Bernoulli, simplifiée 4 fois la vitesse au carré, qui nous donnera non pas réellement les pressions pulmonaires, hein, c'est une analyse qui est semi-quantitative parce qu'elle est entachée de différentes limitations physiques, mais bon, ça nous donne une bonne idée du gradient. On cherche en général des vitesses autour de 4 mètres. Et bien évidemment, le patient étant son propre témoin, on va pouvoir faire un monitoring longitudinal avec initialement des pressions pulmonaires, des vitesses qui sont autour de 4 mètres et qui vont progresser
à mesure que l'enfant grandit et que proportionnellement le cerclage devient plus serré. Et c'est assez facile de faire ces mesures longitudinales. Si on se place du côté, de l'autre côté, c'est-à-dire un patient, il n'y a pas de perfusion pulmonaire, il n'y a pas assez de perfusion pulmonaire, c'est-à-dire qu'il y a une hypodémie pulmonaire, à ce moment-là, il est ductodépendant pour la circulation pulmonaire. C'est le cas de toutes les pathologies, la famille des pathologies des obstacles du cœur droit, asphyxie pulmonaire, sténose pulmonaire critique, atrésie pulmonaire avec vaisseau, atrésie tricuspide avec vaisseau pulmonaire, etc., etc. Je vais vous faire toute la mécanique de l'anatomie des VU. Et donc, on met le patient sous prostine cantinée, et ensuite, on va lui faire. Donc, on peut tout à fait analyser le canal artériel par une fenêtre suprasternale. Et ensuite, on va faire soit un modified petition, soit un stenting du canal. OK, avant, qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait des anastomotes, je vous l'ai dit tout à l'heure, non modifiés, c'est-à-dire directement à l'artère sous-clavière. La problématique, c'est qu'on ne peut pas bien calibrer l'évolution du débit quand on fait ça. Et donc, ça donne en général une problématique d'hyperdébit chronique. Ça, c'est un adulte qui a développé une HCAP sur un petit shunt non modifié, avec, vous voyez, un aspect d'hyperdébit chronique avec un TAVC hyperdilaté, une sous-clave hyperdilatée, un TAP, une APD dilatée. Et c'est ce que vous voyez ici en échographie et en direct. C'est le même patient. Donc, on utilise des tubes Gore-Tex, PTFE, calibrés en fonction du poids du patient. On branche en général au pied de la sous-clavière ou sur le TAVC, à droite quand il y a des crosses gauche, à gauche quand il y a des crosses droite. D'accord? Ça, c'est la règle. Et donc, on peut tout à fait, avec un échographe, en voie suprasternale, faire un suivi du blalog de son instrument proximal à son instrument distal quand il est à droite, comme vous voyez sur l'image de gauche, ou l'inverse. Et on a une perfusion systolo-diastolique restrictive avec un aspect pendant de scie, comme vous voyez ici. Vous allez aussi, de la même manière que le cerclage, faire une évaluation de la différence de pression systémico-pulmonaire par l'extrapolation par la vitesse maximale du gradient de pression entre l'artère et l'artère, le TAVC et l'artère pulmonaire en voie latérale. Encore une fois, ceci étant plutôt semi-quantitatif, ce n'est pas d'une fiabilité parfaite. On va essayer de voir aussi, c'est si on a des problématiques de perfusion avec un patient qui est cyanosé, malgré des manœuvres de recrutement respiratoire que vous allez voir plus tard, etc., etc. Traitement des affections pulmonaires, et j'en passe. On va regarder sur le plan vasculaire si on a une thrombose du tuyau, une coudure du tuyau, une lésion anastomotique sténosante par des techniques d'imagerie simple comme ça. En général, c'est assez facile chez les bébés, un peu plus difficile chez les plus grands. Et si on a un doute, parce que des fois on ne voit pas super bien, on fait en général des imageries de tout, soit des IRM comme vous voyez ici, angio-IRM ou technique Black Blood, ou plutôt nous ce qu'on fait c'est des scanners, parce qu'on a une meilleure résolution spatiale en scanner qu'en IRM. On ne réserve le catégorie que à des techniques de désobstruction en urgence pour des problématiques d'urgence médicale. Pourquoi? Parce que aller mettre des cathéters dans les tuyaux, ça aussi un risque thrombogène et donc on peut boucher le blalok en essayant de voir s'il est bouché ou débouché. Donc quand on est sûr qu'il est presque bouché, en général on va faire un cathé pour le déboucher et on le stent. Sinon on fait de l'imagerie non invasive. Là, vous savez que le blalok ça a des risques, erreur à réalisation, avec une mortalité qui est élevée dans les risques chirurgicaux, notamment néonatales. Donc, sur les enfants de très petits poids, en général, on est assez réticent à faire des blalocs parce que la mortalité est assez élevée, plus de 8% en général. Et donc, on peut faire des stentings
Statique par rapport rétrograde, on peut avoir des problèmes de voie d'abord sur des tout petits poids, puisque c'est des abords artériels. Mais là, vous voyez, on passe en rétrograde, on passe un guide coronaire dans le canal artériel. Vous voyez, vous avez là, c'est comme ça. Et on va mettre un stent coronaire dans le canal artériel. Techniquement, c'est pas hyper compliqué à faire. Le patient sort, on est content, on peut hyper bien voir les stents, pareil, en coupe suprasternale, comme si on regardait pour une coarctation. Vous voyez votre stent et vous voyez votre perfusion pulmonaire à travers le stent. Attention, vous voyez ici le stent commence là, le canal il commence là. Si vous avez l'habitude. Et en fait, ce malade, on le revoit 3 mois plus tard dans un contexte de désaturation aiguë, assez tardive. Et en fait, il a une striction. Le canal est en train de se fermer sur la partie non couverte par le stent ici. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que la vélocité a augmenté considérablement, en même temps qu'une chute de la saturation. Donc là, on sait que c'est un problème. Si la radio est relativement standard, elle va même être plus noire que d'habitude. On a un problème d'hypodébit et donc on va venir re-stenter le malade en mettant un autre stent dans le premier stent, mais qui va déborder à ce moment-là sur la crosse aortique pour être sûr que ça bouge pas. Parfois, à l'inverse, on a des problématiques de circulation systémique qui dépendent du canal artériel. Et ça, c'est le spectre des pathologies qu'on appelle hypoplasie du cœur gauche. Pour laquelle, si vous voulez, ben, effectivement, c'est le canal artériel qui perfuse l'aorte thoracique descendante, le cerveau et les coronaires à rétro, puisqu'on a, pour ainsi dire, pas ou peu de ventricule gauche. Et donc, on a une approche palliative aussi pour les hypoplasies du cœur gauche à la naissance, soit un programme chirurgical classique, dit Norwood, avec VT shunt, c'est-à-dire qu'on va utiliser le tronc de l'artère pulmonaire qu'on a déconnecté avec la valve pulmonaire comme néovalve du ventricule systémique, faire une reconstruction avec un patch de la crosse aortique, d'accord, avec la racine pulmonaire et en général l'aorte qui est filiforme qu'on va ouvrir et qu'on va patcher. Et bien sûr, comme on n'a plus de connexion pulmonaire, on alimente les poumons par un Blalock. L'alternative, c'est pas la même chose, mais utiliser un tube ventriculo-pulmonaire qu'on appelle un tube de Sano. Et vous voyez qu'il est beaucoup, le tube de Blalock. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Vous allez voir, c'est très simple. L'alternative, c'est si on ne veut pas faire de CEC néonatal à un malade complexe, faire une chirurgie hybride. C'est-à-dire que, au lieu de le laisser sous post-it pendant des mois ou des semaines, on stente le canal artériel. La perfusion est toujours assurée à rétro vers les coronaires et le cerveau par le canal et l'aorte. Et la perfusion des organes digestifs est assurée en entéropathe par le canal, VD systémique. Donc il faut que les veines pulmonaires se drainent bien de la gauche vers la droite. Donc il faut être sûr que la cloison artérielle est largement ouverte, sinon il peut en cracher. Le sang mélangé va dans l'oreille droite, le ventricule droit, le canal, le cerveau, les coronaires et l'aorte thoracique descendante. Et comme il se bifurque aussi vers les poumons pour protéger les poumons, histoire des résistances vasculaires pulmonaires qu'on avait tout à l'heure. Donc on fait un cerclage. Et nous, quand on va faire notre analyse, dès qu'on a chaque stade de la chirurgie, en particulier après le premier stade, qu'on ait fait un cerclage, qu'on ait fait un Norwood, qu'on ait fait un ceci, qu'on ait fait un cela, on va toujours essayer de faire une analyse séquentielle segmentaire pour voir s'il y a un endroit où ça bloque. C'est un peu la stratégie des bottlenecks, mais appliquée au cœur. C'est-à-dire qu'on va regarder est-ce que les veines pulmonaires ne sont pas sténosées, est-ce qu'elles se devraient bien logées, est-ce que le septum est bien large, est-ce que la valve tribuscule est bien fonctionnelle, est-ce que la fonction du ventricule est bonne, est-ce que l'éjection est bonne à travers le DKS, est-ce que l'éjection est bonne à travers la néoarche, etc., etc. Et ensuite, comment sont mes artères pulmonaires, etc. Et donc, c'est une sorte d'investigation assez méthodique
qu'on doit appliquer chaque fois qu'on évalue notre malade pour voir est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien, est-ce qu'il va bien mais qu'il peut aller mal plus tard, ou est-ce qu'il va pas bien et où est-ce que ça bloque. Donc chaque fois on va faire cette analyse. Donc on regarde toujours les veines pulmonaires, on regarde toujours le septum. Des fois on fait des racines, des fois on n'en fait pas. Des fois c'est large, une restrictive. Des fois c'est serré. Si c'est serré, la POG est élevée. Si la POG est élevée, la pression veineuse est élevée, on a un risque d'hypertension pulmonaire post-capillaire qui va faire planter le montage. Le malade n'ira pas bien. Donc ça, c'est une cible. La valve tricuspide, pareil. On va l'évaluer. Ça sert à rien de faire des IRM, des scanners. Il faut faire des échographies. C'est le meilleur examen pour voir la valve et à évaluer la fuite. La fonction, c'est pareil. On a la fonction visuelle, on a tous les outils que vous connaissez, le TM, le 2D, le speckle tracking, le ceci, le cela. En fait, on va utiliser tous les paramètres qu'on a à notre disposition. La voie de sortie ou la néo-voie de sortie, on va faire, mais ça, je pense que le chirurgien fait, on fait ce qu'on appelle des DKS, Damus, Case, Stenzel, qui a pour objectif de toute petite aorte hypoplasique. On va la patch, on va l'ouvrir en grand, on va la patcher avant de la reconnecter à la racine pulmonaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle un DKS. Et donc, on va vérifier que ça n'est pas plicaturé, obstrué, etc., etc., que là, s'il y a toujours une perfusion antérograde par la horte, avec un petit VG qui fonctionne un peu, que cet anastomose ici se fait bien. Ça, c'est très important, et c'est très important de connaître les techniques chirurgicales, etc., etc. Donc, on peut le faire ici en sous-costal, chez un bébé, on peut le faire en parasternal, etc., etc. Bon, tout ça, c'est des recettes de cuisine. À l'autre bout du spectre, on utilise un patch. À la fin du patch, qui est ici, on peut avoir des coarctations ou des pseudo-coarctations. Donc, on doit être aussi très vigilant sur cette zone. Parce que toute augmentation de poste de charge, proximale ou distale, même modérée, comme éventuellement on a un ventricule droit systémique, c'est une source de défaillance potentielle du ventricule par augmentation de la poche. Si on a un doute, à l'écho, on ne voit pas bien, on ne sait pas trop, il n'y a pas le prolongement diastolique de coax, on fait une imagerie et il faut être hyper agressif sur les lésions résiduelles, en particulier quand on a un ventricule droit systémique. Les différents types de shunt, je vous en dis un mot. C'est quoi les différents types? Est-ce que vous comprenez pourquoi on met un Sano plus gros qu'un Blalock? Non? Ben, c'est simple. Un Sano, ça n'a pas de tube, ça n'a pas de balle. On a une perfusion antérograde systolique et après, un reflux diastolique. Donc, on a un gradient. Le gradient, il est proportionnel à la taille et à la longueur du tube. Donc, on utilise l'équation de Bernoulli, mais elle est fausse. Donc, en fait, ce gradient, il ne veut rien dire, il n'a aucun sens sur le plan physique. Mais bon, ça crée une obstruction devant le tube restrictif. La perfusion est systolique, mais en diastole, il y a un vol, puisqu'il y a un retour du sang dans le ventricule. À l'inverse, j'ai dit tout à l'heure que quand on a un Blalock, on a une perfusion systolo-diastolique en dents de scie. Donc une perfusion en systole et en diastole. Donc, c'est pour ça qu'on a des Blalock de petits, en général, qui sont au moins 2 fois plus petits qu'un Sano, en raison de cette problématique de perfusion qui est complètement différente. Vous avez compris ça? Je vous montre le troisième truc qui est la chirurgie hybride. On fait une sterno, on met les écarteurs, on se retrouve avec le TAP qui est juste derrière la poitrine. Là. On pique directement avec un cathéter le TAP et hop, on peut mettre notre stent 2 cm plus long. C'est très simple. Et après, le chirurgien fait 2 petits nœuds, 2 petits bandings au niveau des attachements. Donc, ouverture, sterno, écarteur, on pique avec un cathéter, on injecte, on fait notre stent, et après, le chirurgien, il fait les nœuds. C'est quand même facile. Voilà.
Voilà, bon là, un exemple où on avait un hypo-VG, vous voyez, avec un ventricule très fibroélastosique qui fonctionnait pas, un septum restrictif avec un gradient à 16, donc le rejet était hyper dilaté, le patient avait des poumons blancs, puisqu'il était en OAP, et on est venu rachkiner ce septum, et on est venu complètement libérer le drainage des veines pulmonaires vers l'oreillette droite. Bon, on analyse un peu la chirurgie hybride. On voit ici le stent à cheval entre l'artère pulmonaire et l'aorte thoracique descendante. On va perfuser l'aorte thoracique descendante, donc le foie, les reins, le mésentère, etc. Et à rétro, vous voyez le flux rouge en systole qui remonte et qui va perfuser les carotides et jusque à l'aorte ascendante et au coronaire. On peut aussi analyser les cerclages. Donc ça, c'est la perfusion antérograde et rétrograde. Et sur les cerclages, on a souvent un aspect de pseudo-coarctation quand on cercle des petites artères pulmonaires de nouveau-nés. Avec des cerclages unilatéraux, on a un aspect comme une coarctation de l'artère pulmonaire. C'est l'aspect caractéristique normal. Donc retenez ça. Et donc, quand on fait l'analyse de notre dérivation cavo-pulmonaire totale, c'est ce à quoi vous allez penser quand vous allez avoir un patient post-op qui meurt, qui ne va pas bien. On doit toujours faire une analyse segmentaire. En gros, est-ce qu'il n'y a pas de thrombose de mon système par un phénomène inflammatoire, par les cathéters, etc., etc. Est-ce que mes connexions chirurgicales ne sont pas ténoses? Est-ce que mes artères ont un bon diamètre? Est-ce que mes résistances vasculaires pulmonaires sont bonnes? Est-ce que mon parenchyme pulmonaire est sain? Compliance pulmonaire, plèvre, mécanique ventilatoire diaphragmatique, etc. Est-ce que mon retour veineux pulmonaire est normal, obstructif, ma cloison interatriale, ma fonction valvulaire, ma fonction systolique, ma fonction diastolique et mon équipe. Ça, c'est la checklist, c'est comme les pilotes d'avion. Donc, c'est assez facile à faire sur le plan d'imagerie. Toujours pareil, le glen, la dérivation cavo-pulmonaire partielle, on peut très bien avoir en fenêtre suprasternale. Il faut vraiment, si ça vous intéresse de faire de l'échographie, adapter la sensibilité de la couleur, c'est-à-dire du Doppler, en baissant ce qu'on appelle l'échelle de Nyquist, au moins de moitié à 30 cm/s. Pourquoi? Parce qu'il faut se rapprocher de la vitesse de l'écoulement du flux veineux si vous voulez le voir. Ça, c'est un truc technique qu'il faudra que vous appreniez. Quand on optimise, on voit une très bonne vascularisation à droite et à gauche, avec un flux qui continue à basse vélocité, conduit par la respiration. Il faut savoir qu'il y a des pathologies comme l'hypoplasie du cœur gauche qui se prêtent, notamment à cause du DKS, à des compressions antéro-postérieures, à des sténoses de l'artère pulmonaire gauche notamment. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça va entraîner des hypoplasies, des défauts d'églottement qui vont compromettre l'évolution du parcours du patient dans toute sa vie. Donc, il faut le rechercher et il faut le traiter de manière agressive. Quand on va faire la dérivation cavo-pulmonaire totale, on va reprendre le même truc, la même analyse, et on va en plus analyser le flux dans les veines hépatiques et la veine cave inférieure. Ça, c'est l'exemple d'une jeune adulte qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et vous voyez que, en fait, quand on règle bien son appareil, on arrive à voir à la fois le flux qui vient de la cave sup en bleu et le flux qui vient de la cave inférieure en rouge. OK? Ça, c'est une histoire de réglage et de fenêtre aussi. On va bien voir en général la veine cave inférieure, bien sûr, n'a pas de collapsus inspiratoire complet. Et on a toujours un flux qui est à basse vélocité, modulé par la respiration, comme vous voyez en bas. Encore quelques exemples de flux. Vous voyez, là, on voit mal parce qu'on a mal optimisé nos couleurs. 73, c'est trop élevé. Si on baisse à 50, déjà, on voit un peu mieux. Ça, c'est en situs inversus. Et ça, je suis chez un bébé. Là, vous voyez, j'ai baissé à 20. En baissant son échelle à 20, on arrive à voir tout le système cavo-pulmonaire. Ça, c'est de l'OTO. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre si vous êtes anesthésiste réanimateur. Ça, c'est une ETO. En fait, j'ai modifié l'image pour la mettre en position anatomique. En bas, c'est la veine cave inférieure. En haut, c'est la veine cave sup. À droite, à gauche, c'est les artères pulmonaires. En fait, c'est un tube intracardiaque. Ça, c'est un patient qui est intubé. Donc, il est ventilé en pression positive. Si vous regardez
Bon, il y a souvent, à cause de la stase, beaucoup d'échos de contraste, donc c'est blanc. Quand le ventilateur pousse dans les poumons du malade, en inspiration, en pression positive, le flux veineux, il s'inverse. Ça veut dire, pourquoi l'anesthésiste, il va passer derrière moi, il va vous dire qu'il faut extuber les malades? Parce que si vous gardez les malades sur ventilateur en pression positive, vous allez faire dysfonctionner votre montage. Surtout si vous augmentez les pressions d'insufflation, vous allez augmenter la contrainte vasculaire et en gros, votre système en pression positive, il ne va pas fonctionner. Ça ne va pas s'écouler. Et donc, vous allez avoir les drains qui dégueulent, vous allez avoir des épanchements dans tous les sens et vous allez garder votre patient en réanimation et il va avoir des complications. Pourquoi? À cause de ça. Vous voyez que quand on pousse de l'air à pression positive, le montage ne fonctionne plus. OK? En plus, là, il y a une sténose chirurgicale qui n'arrange pas. Vous voyez que le tube, il est rétréci. Et donc, nous, avec nos petits moyens, on va quand même analyser le flux dans les 24, notamment, qui doit être contenu par la respiration. Et quand on a une problématique d'arythmie, avec une inversion de la systole atriale, on peut même diagnostiquer l'arythmie. Et quand on a une grosse fuite sur une valve auriculaire ventriculaire, on va avoir l'équivalent d'une onde V mitrale et d'un reflux systolique. Et quand on a un reflux dans la veine caverne systolique, ça veut souvent dire qu'on a une problématique de dysfonction de veine fondant, en particulier qui peut être liée à des flux auriculaires ou bien parfois à des flux entérographes résiduels. Un mot sur la fenestration. Pourquoi on met des fenestrations? On met des fenestrations pour deux raisons. La première raison, c'est pour, on dit, c'est pour limiter le risque d'hyperpression dans le montage. Et du coup, on va limiter potentiellement les fusions les cirrhoses et la durée de drainage des malades. L'autre raison, c'est que, en raison de la problématique initiale d'élévation potentiellement transitoire des résistances vasculaires qui est liée par exemple à une CEC ou une pneumopathie de ventilation, etc., on peut avoir un écoulement dans l'arbre pulmonaire qui a une pathologie pleuroparenchymateuse qui est empêchée. Et donc, on s'est rendu compte que avec une fenestration, bien sûr, on va polluer le sang systémique et on va baisser la saturation du malade. Mais potentiellement, à cause de cette problématique de bloc pulmonaire transitoire, on va augmenter le débit du malade. Et si on multiplie en gros la SAT par le débit et qu'on obtient une évaluation de du transport tissulaire en oxygène au muscle, par exemple, on peut avoir une délivrance d'oxygène aux tissus et aux organes, aux tissus musculaires et aux organes, plus élevée que si on a une SAT normale, mais qu'on a un bas débit qui est lié à ce bloc pulmonaire et à ce défaut de précharge. Et donc, le systemic oxygen transportation peut être plus bas, et donc on limite finalement la perfusion tissulaire et l'optimisation de notre malade. En général, on laisse la fenestration 1 an, on refait un cathé, et si le cathé montre des conditions hémodynamiques optimales, on ferme la fenestration. La fenestration, elle a des complications inhérentes à elle-même, c'est-à-dire le risque d'embolie paradoxale, de thrombose, etc. Et quand on n'a pas tous les cathéters des anesthésistes réanimateurs et qu'on peut évaluer le gradient transpulmonaire, grosso modo, c'est la différence de pression entre l'artère pulmonaire, c'est-à-dire la veine cave, et les veines pulmonaires, c'est-à-dire l'oreillette systémique. Donc, si on connaît le gradient de pression dans le tube, dans la fenestration, on connaît le gradient transpulmonaire. Et donc, si on arrive à s'aligner sur la fenestration et qu'on mesure le gradient moyen, le gradient moyen dans la fenestration, il est égal au gradient transpulmonaire. C'est clair pour vous? Vous voyez, là, j'ai 17 dans la veine cave, 10 dans l'oreillette, ça veut dire que j'ai un gradient transpulmonaire de 7. Mais je peux le mesurer par ma fenestration et j'ai la même chose.
c'est une évaluation non invasive du gradient de sens pulmonaire. On peut le faire aussi dans la veine. Quand on n'a pas de fenestration et qu'on a un patient qui défaille, quand il a une PVC élevée et une incite réfractaire, on peut créer une néofenestration par voie percutanée en transperçant le tube et en mettant en créant une communication entre le tube et l'oreillette par l'intermédiaire d'un stent. Ça décompresse le système veineux au prix d'une cyanose du malade. Mais ça peut traiter des problèmes d'acide réfractaire. Donc, je remets tout dans ce schéma que vous connaissez bien. Et on va refaire cette litanie à chaque fois des veines pulmonaires, du septum interatrial, de la fonction ventriculaire, du DKS. Ça, c'est un exemple de DKS en scanner et en ETO. Ici aussi. Et on a parfois, notamment dans les VDDI avec malposition, des foramen bulboventriculaires qui peuvent être restrictifs et qui constituent en fait une augmentation de la post-charge par un obstacle sous-valvulaire aortique. Enfin, ça peut être aortique, en tout cas dans les transpositions. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut évaluer, notamment dans la défaillance des ventricules uniques systémiques. Ça, c'est les problématiques de l'arche. Après les DKS, je vous en ai déjà parlé, on l'évalue à l'écho et on l'évalue à l'IRM. Souvent, dans les problématiques de Norwood, liées notamment à la présence d'un blaloc, on n'a pas, même quand on a une coarctation, on n'a pas de prolongement diastolique. D'accord? Parce qu'en fait, on a un vol diastolique par le blaloc. Donc, il faut avoir recours à des imageries additionnelles IRM scanner pour caractériser le coarctation et la traiter, soit par angioplastie d'abord, puis par une focus chirurgicale, notamment quand on va faire la DCPP. Les problématiques de valves s'étudient uniquement par échographie, transœsophagienne ou transthoracique. Et les problématiques de fonction ventriculaire s'étudient essentiellement par échographie, voire par IRM. Quand on a des complications, il faut reprendre tout ça pour savoir d'où ça vient. On a essentiellement des problématiques d'effusion pleuro-abdominale, des dysfonctions ventriculaires, des thromboses ou des cyanoses anormales. Ça, c'est le contexte post-opératoire qui vous concerne essentiellement. Si on a une fuite valvulaire, c'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Il va y avoir un remodelage ventriculaire avec un aspect globuleux, voire sphérique du ventricule, et une défaillance et le montage ne fonctionne pas. Ça, en général, on le voit en échographie. Les problématiques de thrombose, il faut les rechercher. La première qu'on avait, c'était les thromboses atriales. Pourquoi? Parce que quand on met un écoulement non pulsatile, il faut qu'il soit le plus rectiligne possible. Ça, c'est comme dans les rivières et les fleuves. Dès qu'on a des tortuosités dans la rivière ou dans le fleuve, voire des tortuosités sur la rive, il y a un système d'écoulement circulaire. Vous pouvez faire le test. Vous allez au bord d'une rivière. Et c'est la même chose dans les oreillettes, et ça crée des risques de stase et de thrombose. C'est pour ça que quand on fait des dérivations cavo-pulmonaires, il faut qu'on ait un écoulement le plus laminaire possible. C'est-à-dire qu'il y ait le minimum de virages. Dès qu'on a un virage, on a une perte de charge. Et on a des systèmes de vortex qui se créent des thromboses. C'est pour ça que dans les dérivations atriopulmonaires initiales de Fontan, il y avait énormément de risques de thrombose à cause de cet écoulement non laminaire. On passait d'une veine cave, c'est-à-dire un tuyau, à un grand réservoir, puis un autre tuyau qui était l'artère pulmonaire. C'est pour ça qu'on fait des dérivations cavo-pulmonaires rectilignes. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il y a des risques de thrombose là. Il peut y avoir aussi des thromboses, ça c'est un truc assez classique. Quand on pousse l'artère pulmonaire, on l'utilise. Quand on déconnecte l'artère pulmonaire, quand on fait différentes chirurgies sur les VU, il faut fermer la valve pulmonaire. Parce que si on ne ferme pas la valve pulmonaire, pareil, il y a un cul-de-sac et il peut y avoir un thrombus à l'intérieur. Et ce thrombus,
il peut se barrer à rétro et créer un AVC. Donc ça, c'est un truc assez important aussi. Vous voyez, ça c'est un exemple. Là, on a l'aorte. On a déconnecté l'artère pulmonaire pour faire un glen, une DCPP. Et on a vu, le patient a fait un AVC. Et en fait, il avait des caillots dans le culot pulmonaire qui n'avaient pas été fermés par le chirurgien. Donc ça, si vous voyez ça, là, il y avait 2 caillots. Donc ça, c'est pas bon. D'accord? Quand on déconnecte l'artère pulmonaire, il faut fermer la valve. Ça, c'était un patient qui avait, vous voyez, un VU déséquilibré, qui avait eu une DCPT et qui avait des effusions de l'acide qui n'allait pas bien. Et si vous regardez en fait ce qui se passe, on voyait qu'il y avait un écoulement qui paraissait à basse vélocité, mais si vous regardez le tube qui est là, en fait, il y a un caillot qui tapisse tout l'intérieur du tube. Et donc, bien sûr, un tube qui est censé faire 20 ou 22 mm, la lumière résiduelle était que ça. Et vous imaginez bien, pareil, que quand on doit lutter contre la gravité et qu'on a un tube qui est à 1/3 de l'air qu'il devrait avoir, on avait une hyperpression abdominale avec de l'acide, etc., etc. Et donc, on a dû, et ça c'est un autre cas, mais ça c'est un cas post-mortem, une thrombose aussi remaniée du tube. Et donc, c'est toujours quelque chose qu'il faut vérifier quand le patient commence à avoir un foie cardiaque, une dysfonction hépatique, une dysfonction rénale, vérifier qu'il n'y ait pas de thrombose et de diminution du calibre du tube. Et en fait, ce patient, effectivement, quand on regardait, il avait un flot qui paraissait normal, alors parce que le flux continuait d'être laminaire, alors même qu'il était extrêmement réduit. En un mot, la cyanose, après, quand on a fait une dérivation cavo-pulmonaire partielle, une DCPP, s'il y a une augmentation de la pression intrapulmonaire liée à des problématiques vasculaires ou parenchymateuses, il va y avoir potentiellement des réseaux de collatéralisation qui se créent avec des reperméabilisations de veine cave gauche ou d'autres fistules qui vont entraîner des shunts véno-veineux entre le système cave sub et le système cave inf qui vont diminuer la saturation d'un malade. Un malade qui a un glen qui fonctionne bien, il peut avoir 82-85 de SAT, voire un tout petit peu plus. S'il a 75 de SAT, il faut rechercher des fistules, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Dans la mesure où il a un parenchyme et une plèvre qui est sèche et une mécanique ventilatoire normale. De la même manière, les patients qui ont une dérivation cavo-pulmonaire et qui n'ont pas de sang, notamment de sang qui vient du système porto-hépatico-porte dans les poumons, ils peuvent développer des fistules intrapulmonaires, notamment dans tous les syndromes d'hétérotaxie, isomérisme, etc. On va diagnostiquer soit par angiographie, soit très simplement par des échographies de contraste, avec ces fistules qui shuntent le système capillaire pulmonaire et donc qui entraînent une cyanose par un shunt intrapulmonaire, et des fois c'est minime, des fois c'est extrêmement spectaculaire comme ici. Vous voyez, là on injecte dans une artère lobaire et on shunt tout le parenchyme pulmonaire à travers d'énormes fistules qu'on va essayer d'occlure par différentes prothèses X, Y ou Z. Et une fois qu'on l'a occlue, vous voyez qu'on retrouve une perfusion dans le parenchyme pulmonaire, un échange alvéolo-capillaire et une hématose qui se fait beaucoup. Donc, quand on a une cyanose persistante après une complétion de fond de temps, il faut toujours chercher la problématique numéro 1 qui est la fenestration, qui dépend du gradient de pression entre le système cave et les pressions diatoniques du ventricule systémique. Mais il faut chercher aussi des fistules véno-veineuses et éventuellement des shunts. Un exemple ici, vous voyez un patient qui a une dérivation cavo-pulmonaire totale, mais qui a une fistule qui se connecte ici à l'oreillette droite via une branche du sinus coronaire et donc qui entraîne une désaturation majeure. Ça, si ça ne revient pas dans la veine cave inférieure et que ça revient dans le cœur, ça va créer de la cyanose. Ça, c'était un bébé qui avait un Norwood. On lui fait un test de contraste dans le bras. On voit du contraste arriver par la veine cave sup, rien ne se passe.
on lui fait une écho de contraste par le pied. Et là, on voit du contraste dans son cœur. Donc, il y a un shunt au niveau du système K20. Et effectivement, il avait un shunt entre les veines hépatiques et les veines cardiaques. Donc, autre raison de shunt. Donc, en conclusion, je pense que j'ai essayé de transmettre un message important qu'il faut essayer de comprendre la physiologie de la circulation de fond de temps et les problématiques de dysfonction potentielle, notamment par la théorie des sabliers. En général, quand on a compris ça, on peut faire une évaluation, en tout cas chez l'enfant, complète par échographie, en faisant cette analyse séquentielle de tous les éléments précardiaques, cardiaques et post-cardiaques. Si on a une difficulté à évaluer les structures extracardiaques chez l'adulte ou l'adolescent, on va utiliser des techniques d'imagerie. Il faut bien comprendre, et la clinique de ces malades, et bien comprendre qu'en général, les manifestations de la défaillance cardiaque sont extracardiaques, c'est-à-dire en général hépato, réno, mésentériques, voire pulmonaires par ce qu'on appelle les moules bronchiques, que je n'ai pas trop abordé, mais bon, on est limité un peu par le temps. Et qu'il faut essayer effectivement de comprendre. On a du mal à agir sur la fonction systolo-diastolique par les thérapeutiques médicamenteuses qui ne sont pas extrêmement efficaces, même si on utilise tout l'arsenal thérapeutique que vous connaissez. Et donc, par contre, on essaie de s'acharner pour traiter les lésions traitables. Intracardiaque, c'est la pneumonie. C'est les valves auriculo-ventriculaires qu'on va plastier, qu'on va clipper bientôt. Et tout le système extracardiaque, comme le système veineux, par des angioplasties stenting, ou le système cardiaque sur l'arche aortique et les coartations potentielles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai des états. Tu n'as pas abordé, mais je vais mettre une ou deux diapos sur le Phénix Fanton. Bah, si, on en a pas mal Non, parlé. sur la stratégie, la récente qu'on a sur l'assistance et tout, mais je vais peut-être. Ah non, j'ai pas parlé d'assistance, mais ça, c'est une bonne. Je pourrais le faire. Tu l'as mis dans ton tableau? Je viens de le rajouter. On n'a pas beaucoup de recul, mais on a quand même été intéressant dans le service. On a des choses à dire. On a des choses à dire.